L'appartement était silencieux lorsque Julien ralluma les bougies pour la 3e fois. La cire coulait déjà le long du chandelier et goûtait sur la nappe qu'il avait lui-même repassée cet après-midi-là. Chaque mouvement qu'il avait fait ce jour-là était calculé, pensé, préparé avec le soin de quelqu'un qui croyait encore que les petits gestes sauvent les grands amours. C'était leur anniversaire de mariage, 5 années exactes, depuis qu'ils s'étaient dit oui à la mairie, sans fête, sans luxe, juste lui et Sophie signant des papiers dans une salle bureaucratique de la mairie du 15e arrondissement à Paris. Elle portait une simple robe blanche, lui un costume loué, mais il souriait. Il souriait parce qu'il pensait que l'amour vaincrait n'importe quel obstacle, qu'ensemble, ils construiraient quelque chose de solide. Mais à cet instant, à 22h30 d'un jeudi froid de novembre, Julien regardait la table dressée. L'assiette de filet mignon sauce madère qui refroidissait, la salade fanée, la bouteille de vin bon marché qu'il avait acheté avec le peu d'argent qu'il lui restait pour la semaine, et il savait qu'elle ne viendrait pas. Le portable de Sophie était éteint depuis 4 heures. Aucun message, aucune justification, juste le vide qui criait plus fort que n'importe quel mot. Il prit son verre de vin et le but d'un seul trait, sentant le liquide amer descendre dans sa gorge, le brûlant. Ce n'était pas le vin qui piquait, c'était la vérité qu'il feignait de ne pas voir depuis des mois. Les retards, les excuses vides, les parfums différents, les rires au téléphone suivis de silence quand il entrait dans le salon. Julien se leva de sa chaise avec le poids de celui qui porte le monde sur ses épaules. Marcha jusqu'à la fenêtre de leur modeste appartement en banlieue est de Paris. Il voyait les lumières de la ville clignoter, indifférentes à sa douleur. Combien de fois avait-il fait des heures supplémentaires pour payer ce loyer? Combien de nuits s'était-il réveillé à 4 heures du matin pour prendre le RER jusqu'à l'entrepôt où il travaillait comme chef de stock? Quelle sueur, quelle fatigue! Combien de silences ravalés lorsque la famille de sa femme le regardait avec mépris lors des déjeuners du dimanche. Sylvie, sa belle-mère, toujours avec ce sourire en coin qui disait sans mots « Tu n'es pas assez bien pour ma fille ». Sophie venait d'une famille qui avait eu de l'argent un jour. Ils n'en avaient plus, mais ils gardèrent les apparences comme ceux qui portent des contrefaçons de grandes marques, en espérant que personne ne le remarque. Et Julien était le fils d'une femme de ménage et d'un chauffeur de bus décédé. Élevé en banlieue, éduqué dans le public, il avait trimé pour finir ses études tout en travaillant dans un supermarché. Il n'avait jamais eu de nom de famille prestigieux, jamais eu de compte à l'étranger. Il n'avait que 2 mains travailleuses et un cœur qui croyait encore aux promesses. Mais maintenant, devant cette table vide, il commençait à comprendre qu'il avait été un idiot. Sophie avait toujours fait comprendre, même sans le dire, qu'il était provisoire, un bouche-trou en attendant que quelque chose de mieux se présente. Julien serra les poings et prit une décision. Il prit les clés de sa vieille voiture, une Clio des années 90 qui toussait plus qu'elle n'avançait, et sortit. Il savait où elle était. Sophie avait mentionné des semaines plus tôt un dîner d'affaires avec des collègues de l'agence immobilière où elle travaillait. Restaurant. Il Giardino dans les beaux quartiers, un endroit cher, un endroit que Julien ne pourrait jamais se payer. Il conduisit dans les rues de Paris, le cœur battant la chamade. Une demi-heure plus tard, il se gara en face du restaurant italien. Lumière tamisée, voiturier en uniforme, couples élégants entrant et sortant. Il descendit de la voiture et le voiturier le toisa de haut en bas. Julien portait un jean et une chemise froissée. Il détonnait complètement dans ce décor. Mais il s'en fichait. Il marcha jusqu'à l'entrée et alors que l'agent de sécurité allait l'arrêter, il vit. À travers la grande baie vitrée, il vit Sophie assise à une table au fond, riant, la tête renversée en arrière dans ce rire qu'il connaissait si bien. Mais elle ne riait pas seule. À côté d'elle, un homme en costume bleu marine, cheveux impeccables, montre dorée au poignet. Alexandre Dubois, il savait qui c'était. Sophie en avait parlé quelquefois. L'associé de l'agence. Un homme influent, fils d'un entrepreneur du bâtiment. Et ils étaient là pas avec des collègues, mais seuls à une table romantique, des bougies allumées entre eux. Et puis Julien vit. Il vit Alexandre prendre la main de Sophie sur la table. Il la vit sourire et se pencher. Il vit le baiser, long, intime, sans hâte, comme quelqu'un qui a tout le temps du monde, qui ne craint pas d'être vu parce qu'il n'y a pas de culpabilité, pas de poids, juste du plaisir. Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'air lui manqua, ses jambes flageolèrent, mais il ne détourna pas le regard. Il resta là, debout de l'autre côté de la vitre, à regarder sa vie s'effondrer au ralenti. L'agent de sécurité remarqua que quelque chose n'allait pas. « Monsieur, ça va ?»
Mais Julien ne répondit pas. Il se retourna et retourna à sa voiture. Il entra, ferma la portière, et alors, seulement alors, il permit à la douleur de le frapper de plein fouet. Il frappa le volant 1, 2, 3 fois, jusqu'à ce que sa main lui fasse mal. Il cria sans un son, la gorge en feu, les yeux brûlants mais sans larmes, parce que la trahison fait plus mal que les pleurs ne peuvent atteindre. Il resta là pendant des minutes qui parurent des heures, jusqu'à retrouver son souffle, jusqu'à ce que la colère monte et remplace la douleur. Alors il démarra la voiture et rentra chez lui. Pas dans leur appartement, non. Il alla directement à l'immeuble où vivait Sylvie, la mère de Sophie. Il avait besoin de comprendre, d'entendre. Peut-être y avait-il une explication. Peut-être que tout cela n'était qu'un grotesque malentendu. Il monta les escaliers jusqu'au 4e étage, frappa à la porte avec force. 1, 2, 3 coups. Sylvie ouvrit en robe de chambre à motifs, les yeux écarquillés. « Julien, qu'est-ce qui se passe ?» Il entra sans demander la permission. « Où est Sophie ?» Sylvie ferma lentement la porte. « Elle n'est pas là. » Julien souffla. « Je sais où elle est. Je l'ai vue avec Alexandre Dubois, en train de l'embrasser dans un restaurant. Aujourd'hui, pour notre anniversaire de mariage. » Il s'attendait à ce que Sylvie soit choquée, qu'elle demande des détails, qu'elle se montre indignée. Mais non. Sylvie soupira, croisa les bras et le regarda avec un mélange de pitié et d'agacement. « Julien, assieds-toi. » Il ne s'assit pas. Il resta debout, fixant la femme qu'il avait toujours traitée comme un inférieur. Vous saviez, ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Et d'après le silence qui suivit, la façon dont elle détourna le regard, il eut sa réponse. « Vous saviez, et vous ne m'avez rien dit. » Sylvie releva le menton. « Julien, tu es un bon garçon, travailleur, honnête. Mais soyons réalistes, tu n'as jamais été ce dont Sophie avait besoin. Elle mérite mieux. Elle mérite quelqu'un qui puisse lui offrir la vie qu'elle a toujours eue. Alexandre peut le faire, toi non. » Les mots furent comme des couteaux, l'un après l'autre. Julien fit un pas en arrière. « Elle mérite mieux, » répéta-t-il à voix basse. « J'ai travaillé comme un forcené pour lui donner tout ce que je pouvais. J'ai payé chaque facture, chaque loyer, chaque assiette, pendant qu'elle dépensait en vêtements et en salon de coiffure. Et moi, je mérite quoi, Sylvie? D'être trahie, d'être humiliée ?» Elle soupira de nouveau, comme quelqu'un qui explique quelque chose d'évident à un enfant têtu. « Julien, le mariage, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de convenance, de position. Sophie a fait une erreur en t'épousant. Nous avons essayé de la prévenir, mais elle était têtue, pensant que l'amour suffisait. Maintenant, elle s'est réveillée. Alexandre peut lui donner ce que tu ne lui donneras jamais. Accepte-le et passe à autre chose. » Julien sentit la nausée monter. Il se tourna et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna. « Dites-lui que quand elle rentrera à la maison, je n'y serai plus. » Sylvie leva les yeux au ciel. « Sois raisonnable, Julien. Où vas-tu aller ?» Il ne répondit pas. Il descendit les escaliers, sentant ses jambes lourdes. Chaque marche un rappel de combien il avait été stupide, combien il avait fait confiance, combien il avait aimé sans être aimé en retour. Il retourna à l'appartement. Il était presque minuit. Il prit un vieux sac à dos et commença à y jeter des vêtements. Peu de choses. Rien de tout cela n'était vraiment à lui. Sophie avait toujours tout décidé, de la couleur des murs à la marque de la lessive. Il était un fantôme dans cette maison, présent mais invisible. Il entendit la clé tourner dans la serrure. Son cœur s'accéléra. Sophie entra, vit Julien avec le sac à dos, s'arrêta. « Tu es rentré tôt. » Il n'en crut pas le cynisme. « Je suis rentré tôt, Sophie. Sérieusement. C'est tout ce que tu as à dire. » Elle soupira, enleva ses talons, jeta son sac sur le canapé. « Écoute, Julien, j'allais te le dire. Je voulais le bon moment. » Il eut un rire amer. « Le bon moment? Et quand ça aurait été? Pour notre 10e anniversaire, notre 20e. » Sophie croisa les bras. « Ne sois pas dramatique. Tu savais que les choses n'allaient pas bien entre nous. » Il fit un pas en avant. « Je le savais. Je savais que tu étais distante, que tu me regardais à peine, que tu vivais avec ton portable à la main. Mais je pensais, quel idiot j'ai été, je pensais que c'était juste une phase, qu'on allait surmonter ça. » Elle leva les yeux au ciel. « Julien, regarde-toi, regarde-moi. On ne va pas ensemble, on n'a jamais été assortis. J'ai essayé, je te jure que j'ai essayé, mais je n'en peux plus. Alexandre me comprend. Il me donne de l'attention. Il m'emmène dans de beaux endroits. Il me fait me sentir vivante. Et moi, murmura Julien, je te fais sentir quoi? » Elle le fixa froidement. « Tu me fais sentir piégé, Julien. Piégé dans une vie médiocre, dans un appartement minuscule, sans voyage, sans avenir. Tu es courageux, je le sais, mais le courage ne paie pas les factures de carte de crédit.
N'achète pas de nouvelles voitures, ne me mets pas dans les endroits que je mérite. Le silence qui suivit fut assourdissant. Julien finit de fermer son sac. Alors c'est ça. 5 ans jetés à la poubelle parce que je n'ai pas assez d'argent. Sophie soupira. Tu simplifies. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question d'ambition, de vouloir plus de la vie. Alexandre veut grandir, construire un empire. Et toi, tu te contentes d'être chef de stock pour le reste de ta vie. Julien sentit le sang lui monter à la tête. Je me contente d'être honnête, de travailler dur, de ne pas écraser les autres pour réussir. Mais bien sûr, ça ne vaut rien pour toi. Elle souffla. L'honnêteté ne remplit pas l'estomac, Julien. Bienvenue dans le monde réel. Il prit son sac, se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il la regarda une dernière fois. Tu le regretteras, Sophie. Pas de m'avoir remplacé, mais d'avoir échangé le véritable amour contre la convenance. Un jour, tu te rendras compte qu'Alexandre te veut pour ce que tu parais, pas pour ce que tu es. Et quand tu n'auras plus rien à offrir, il te jettera de la même manière que tu me jettes maintenant. Sophie haussa les épaules. Je suppose que je vais devoir courir ce risque. Il sortit, claqua la porte, descendit les escaliers de l'immeuble et alla dans la rue. Sans but, sans plan, sans rien d'autre que les vêtements qu'il portait et une douleur qui semblait sans fin. Il dormit dans sa voiture cette nuit-là. Il se réveilla le corps endolori et l'âme encore plus. Les jours suivants, il chercha une chambre à louer, trouva un réduit dans une pension de la banlieue nord. Matelas fin, murs moisis, salle de bain commune. Mais c'était tout ce qu'il pouvait se permettre. Il démissionna de son travail parce qu'il ne supportait plus de voir la pitié dans les yeux de ses collègues. La nouvelle de la trahison s'était répandue rapidement. Comme dans les petits villages au sein des grandes villes, tout le monde sait tout. Il passa des semaines à errer dans la ville, faisant des petits boulots, distribuant des CV, mais la dépression était un poids qui le tirait vers le bas. Jusqu'à ce qu'un matin de février, on frappe à la porte de sa chambre. Julien ouvrit. Un homme âgé, costume gris impeccable, mallette en cuir à la main, cheveux blancs peignés en arrière. Julien Henri Leclerc. Il cligna des yeux. « Oui, c'est moi. » L'homme lui tendit la main. « Mon nom est Maître Durand, je suis avocat. J'ai besoin de vous parler d'une affaire de la plus haute importance. » Julien fronça les sourcils. « Il doit y avoir une erreur. Je n'ai pas de procès, pas de grosses dettes. » L'avocat sourit. « Il ne s'agit pas de dette, monsieur Leclerc. Il s'agit d'un héritage. » Et c'est ainsi, dans cette chambre exiguë et humide, que la vie de Julien commença à changer d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Maître Durand entra, s'assit sur la seule chaise disponible, ouvrit sa mallette et sortit des documents. « Avez-vous connu Henri Leclerc ?» Julien réfléchit. Le nom lui était vaguement familier. « Mon oncle, dit-il lentement, le frère de mon père, mais je ne l'ai jamais connu personnellement. Il vivait à l'étranger. » Maître Durand hocha la tête. « Exactement. Votre oncle Henri est décédé il y a 3 mois à Lisbonne, au Portugal. Il n'avait ni enfant, ni épouse. Et il vous a légué tout son patrimoine. » Julien cligna des yeux. « Comment ça, un patrimoine ?» L'avocat fit glisser un document sur la petite table. Votre oncle était propriétaire d'une chaîne d'hôtels de charme répartis en Europe et de 2 complexes hôteliers dans le sud de la France, en plus d'investissements en actions et en immobilier. Le patrimoine net est estimé à environ 80 millions d'euros. La pièce se mit à tourner. Julien s'agrippa au bord du lit. « Quoi ?» Maître Durand garda son calme. « Je sais que c'est beaucoup à encaisser, mais c'est la vérité. Voici les documents. Le testament a été ouvert et validé. Vous êtes le seul héritier légitime. Il y a quelques formalités, des documents à signer. Mais d'ici 90 jours, tout le patrimoine sera officiellement à votre nom. » Julien regarda les papiers sans pouvoir lire correctement. Les lettres dansaient. 80 millions. Il pouvait à peine payer le loyer d'une chambre de pension. Et maintenant? Pourquoi m'a-t-il tout laissé à moi? Nous ne nous sommes jamais parlé. Maître Durand expliqua. Votre oncle a suivi votre vie de loin. Il a su le décès de votre père, les difficultés que votre mère a rencontrées. Il a voulu aider plusieurs fois, mais votre père, fier, a toujours refusé. Quand votre père est décédé, Henri a pensé à vous contacter, mais il a décidé d'attendre, d'observer le type d'homme que vous deviendriez. Il a engagé des enquêteurs discrets, a appris votre mariage, votre travail honnête, la façon dont vous vous êtes occupé de votre mère jusqu'à la fin. Et il a décidé que vous méritiez tout. Julien sentit ses yeux le piquer. Il m'observait. Maître Durand hocha la tête, et il était fier. Il vous a laissé une lettre. Il sortit une enveloppe jaunie de sa mallette. Julien la prit avec des mains tremblantes, l'ouvrit, lut. L'écriture était ferme, les mots directs. « Julien, si tu lis ceci, c'est que je suis parti.
Nous ne nous sommes pas connus, mais je te connais. J'ai vu l'homme que tu es devenu. Honnête travailleur loyal. Tout ce que j'ai essayé d'être et que j'ai souvent échoué à être. Cet argent est à toi. Utilise-le avec sagesse. Ne te venge pas, ne te perds pas. Vis simplement bien et honore le nom Leclerc. Ton oncle, Henri. Julien plia la lettre, la garda dans sa poche. Il regarda l'avocat. Que dois-je faire? Maître Durand sourit. D'abord signer ces documents préliminaires. Ensuite, nous devrons aller chez un notaire pour certifier votre signature. Puis nous voyagerons à Lisbonne pour régler les questions juridiques là-bas. Je m'occuperai de tout. Vous n'avez qu'à me faire confiance et à suivre mes instructions. Julien hocha la tête, encore abasourdi. Combien de temps avons-nous? 90 jours pour la conclusion totale. Mais d'ici 30 jours, vous aurez déjà accès à un compte provisoire avec des fonds disponibles pour vos besoins immédiats. Julien prit une profonde inspiration. D'accord, faisons-le. Maître Durand se leva, lui serra la main. Félicitations, monsieur Leclerc. Votre vie vient de changer. Et c'est à ce moment-là, dans cette chambre exiguë qui sentait le moisi et le désespoir, que Julien comprit que l'univers avait des plans qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Et tandis que Maître Durand prenait congé et fixait le prochain rendez-vous, Julien regarda par la fenêtre, la ville grise au dehors et pensa « Peut-être que la douleur était nécessaire. Peut-être qu'il fallait qu'il touche le fond pour comprendre qu'il y avait encore un sol solide en dessous. Et que de ce sol, il pourrait construire quelque chose de nouveau, de vrai. Quelque chose à lui. Et pour la première fois depuis des mois, il s'autorisa à sourire. Pas un sourire de vengeance, mais d'espoir. Parce que maintenant, il avait la chance de recommencer. Et cette fois, ce serait selon ses propres termes. Et tandis que le destin tissait ses fils invisibles, de l'autre côté de la ville, Sophie riait dans l'appartement luxueux d'Alexandre, sans savoir que l'homme qu'elle avait jeté comme un déchet était sur le point de devenir ce qu'elle désirait le plus, mais qu'elle ne pourrait plus jamais avoir. Et c'est exactement à ce moment-là que le destin décida que l'histoire ne faisait que commencer. 30 jours plus tard, Julien était assis dans une salle de réunion du bureau de Maître Durand sur une grande avenue parisienne. Des baies vitrées du sol au plafond montraient Paris en contrebas. Une fourmilière humaine, des voitures, des immeubles. La ville qu'il avait vue naître et l'avait presque détruit. Mais maintenant, il la regardait d'en haut littéralement. Il portait un costume bleu marine sur mesure, le premier qu'il achetait de sa vie, des chaussures italiennes, une montre suisse discrète mais très chère. Les cheveux coupés dans un salon où il avait payé plus qu'il ne gagnait en un mois entier à l'entrepôt. Mais ce n'étaient pas les vêtements qui changeaient Julien. C'était l'éclat dans ses yeux, sa posture, la certitude qu'il avait enfin le contrôle de sa propre vie. Maître Durand entra avec d'autres papiers. « Monsieur Leclerc, les comptes sont actifs. J'ai transféré 2 millions d'euros sur votre compte courant personnel. Le reste est placé en investissement, selon les recommandations de l'équipe financière. Les hôtels au Portugal sont gérés par les directeurs locaux. Tout fonctionne parfaitement. Vous n'avez qu'à décider si vous voulez vous impliquer dans la gestion ou garder les professionnels actuels. » Julien hocha la tête. « Pour l'instant, je veux tout laisser tel quel. J'ai besoin d'apprendre le métier avant de changer quoi que ce soit. » Maître Durand sourit. « Sage décision. Nous avons également finalisé l'achat de l'appartement que vous avez choisi. Un penthouse à Neuilly, 400 mètres carrés, l'acte est à votre nom. Vous pouvez emménager quand vous le souhaitez. » Julien prit une profonde inspiration. « Merci, Maître Durand, pour tout. Vous avez été plus qu'un avocat. Vous avez été un guide. » L'homme hocha la tête. « Votre oncle m'a demandé de prendre soin de vous, et c'est ce que je ferai. Maintenant, avez-vous besoin de quoi que ce soit d'autre ?» Julien réfléchit un instant. « J'ai besoin de trouver quelqu'un, une personne spécifique. » Maître Durand prit un stylo. « Qui ?» Julien hésita. « La sœur de mon ex-femme Isabelle. » L'avocat haussa les sourcils mais ne fit aucun commentaire. « Je vais m'en occuper. » Julien quitta le bureau et se rendit directement à son nouveau penthouse. Quand il entra, il resta immobile dans le salon vide. Le parquet clair reflétait la lumière qui entrait par les immenses fenêtres. Décoration minimaliste, canapé beige, table à manger pour 8 personnes, cuisine américaine avec des appareils dernier cri et une terrasse avec vue sur le bois de Boulogne. C'était tout ce que Sophie avait toujours voulu, tout ce qu'elle disait qu'il ne pourrait jamais lui donner. Et maintenant, il l'avait. Mais elle n'était pas là pour le voir. Et curieusement, cela ne faisait pas aussi mal que ça aurait dû. Julien se dirigea vers la terrasse, alluma une cigarette. Il ne fumait pas avant, il avait commencé après la séparation une soupape de sécurité. Il regarda la ville
et pensa à Isabelle, la sœur cadette de Sophie. Elle avait toujours été différente. Là où Sophie était ambitieuse et froide, Isabelle était douce et rêveuse. Elle travaillait comme professeure de littérature dans un lycée public de banlieue, gagnait peu, vivait dans un appartement simple, mais elle avait quelque chose que Sophie n'avait jamais eu, une âme. Julien se souvenait des déjeuners du dimanche chez Sylvie. Sophie et sa mère parlèrent de marques et de statuts, tandis qu'Isabelle restait silencieuse dans un coin, feuilletant un livre. Il engageait la conversation, elle souriait, timide. Ils parlèrent de Victor Hugo, de Simone de Beauvoir, de choses que Sophie considérait comme une perte de temps. Il y eut un seul moment des années auparavant, lors d'une fête de fin d'année. Lui et Isabelle, seuls sur le balcon, pendant que les autres buvaient à l'intérieur. Elle avait dit « Tu mérites mieux que ça, Julien ». Et il avait fait semblant de ne pas comprendre. Mais il avait compris. Il avait compris qu'elle voyait en lui ce que Sophie n'avait jamais vu, de la valeur. Et maintenant, riche, libre, transformé, Julien voulait faire quelque chose que la logique ne recommandait pas, mais que son cœur demandait. Il voulait retrouver Isabelle. Pas par vengeance, pas pour étaler son argent au visage de la famille, mais parce qu'elle avait été la seule dans ce clan à le traiter comme un être humain. 2 jours plus tard, Maître Durand appela. J'ai trouvé Isabelle Moreau. Elle habite rue des Peupliers, appartement 42. Elle travaille au lycée Jean Jaurès. Julien nota tout. Merci. Il raccrocha et resta à regarder le papier. Devait-il y aller? Serait-ce juste d'apparaître comme ça, de nulle part? Il décida que oui. Le jeudi suivant, il attendit sur le parking du lycée. Il était 17 heures. Des élèves sortaient, des professeurs fatigués rentraient de chez eux, et puis il vit Isabelle, cheveux bruns attachés en une simple queue de cheval, lunettes, jupe midi bleu marine, chemisier blanc, un grand sac rempli de cahiers. Elle marchait lentement, comme quelqu'un qui porte la fatigue d'une journée entière à enseigner à des adolescents désintéressés. Julien descendit de sa voiture, une BMW noire flambant neuve qu'il avait achetée la semaine précédente. Isabelle? Elle s'arrêta, se retourna, les yeux écarquillés. « Julien !» Sa voix sortit en un murmure. Il s'approcha. « Salut, Isabelle, je peux te parler ?» Elle regarda autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse. « Bien sûr. »« Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il montra le café du coin. « On peut discuter là-bas ?» Elle hocha la tête encore confuse. Ils entrèrent dans le simple café, commandèrent 2 cafés noirs, s'assirent à une table dans le coin. Elle l'observait, essayant de comprendre. « Tu as changé, » dit-elle finalement. Julien sourit. « Beaucoup de choses ont changé, Isabelle. » Elle remua son café sans le boire. « J'ai su, pour le divorce, pour ce que Sophie a fait. » Elle baissa les yeux. « Je suis désolée. Tu ne méritais pas ça. » Il fit un geste de la main. « Ce n'est rien. En fait, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. » Elle leva les yeux, surprise. « Vraiment ?» Il hocha la tête. « Ça m'a forcé à voir la réalité, à arrêter de vivre un mensonge. » Isabelle prit une profonde inspiration. « Ma sœur est... » Elle fit une pause, cherchant ses mots. « Compliquée. Elle a toujours été comme ça. Ma mère l'a élevée ainsi, en pensant qu'elle mérite tout sans rien donner en retour. J'ai toujours dit que tu étais trop bien pour elle, mais personne ne m'écoutait. » Julien sourit. « Tu l'as dit, je me souviens, à cette fête du Nouvel An. » Isabelle rougit légèrement. « Tu te souviens de ça ?» Il se pencha en avant. « Isabelle, je me souviens de beaucoup de choses. Je me souviens que tu as été la seule personne de cette famille à me traiter avec respect, à me parler de choses qui comptaient, à me voir comme une personne. » Elle détourna le regard. « Je t'ai toujours trouvé spécial, Julien. J'ai toujours pensé que ma sœur était folle de ne pas apprécier ce qu'elle avait. » Le silence qui suivit était chargé de non-dits. Julien brisa la tension, changeant de sujet. « Je dois te raconter quelque chose. » Et il raconta tout. L'héritage, l'oncle, les millions, les hôtels, tout. Isabelle écouta en silence, les yeux de plus en plus grands. Quand il eut terminé, elle s'adossa à sa chaise. « Mon Dieu, Julien, c'est incroyable. » Il rit. « Je sais, j'ai encore du mal à y croire. » Elle l'étudia un moment. « Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Il prit son café. « Vivre, Isabelle, vivre pour de vrai, sans mensonge, sans faire semblant d'être ce que je ne suis pas. Et peut-être, si tu le veux, j'aimerais que tu fasses partie de cette nouvelle vie.
Elle cligna des yeux. Comment ça? Il hésita. Écoute, je sais que ça peut paraître étrange, que c'est peut-être trop tôt, mais tu as toujours été spécial pour moi. Même quand j'étais marié à ta sœur, il y avait quelque chose en toi, une lumière, une bonté. Et maintenant que je suis libre, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a peut-être quelque chose ici, entre nous. Quelque chose de réel. Isabelle resta silencieuse pendant de longues secondes. Julien, Elle fit une pause. Je t'ai toujours apprécié, mais tu étais marié à ma sœur. C'était interdit même d'y penser. Et maintenant, je ne sais pas, tout va si vite. Ma famille va devenir folle. Sophie va me détester. Il prit sa main sur la table. Je ne te demande pas de décider maintenant. Je dis juste que j'aimerais mieux te connaître. Sans les barrières du passé, sans culpabilité, sans peur. Juste nous deux. Elle regarda sa main sur la sienne, prit une profonde inspiration. D'accord, on peut essayer. Mais doucement, Julien. J'ai besoin de temps. Il sourit. Le temps, c'est ce qui ne manque pas, Isabelle. Et c'est ainsi que commença quelque chose que personne n'attendait. Les jours suivants, Julien et Isabelle se virent plus souvent. Dîner discret, promenade au parc, conversation sur les livres, la vie, les rêves. Elle parlait de ses élèves difficiles, du manque de moyens au lycée, de son envie parfois de tout laisser tomber, mais de son incapacité à le faire parce qu'elle croyait en l'éducation. Il parlait de sa peur de ne pas savoir gérer sa fortune, de la pression d'honorer l'héritage de son oncle, de la solitude d'avoir tout et personne avec qui partager. Et à chaque conversation, leur connexion se renforçait. Jusqu'à un soir, d'octobre, après un dîner dans un restaurant japonais discret, Julien l'emmena au Penthouse. Elle entra et resta bouche bée. « Julien sait, » il compléta, « ma maison, notre refuge, si tu veux. » Elle traversa le salon, touchant les meubles comme si elle touchait quelque chose de sacré. « C'est magnifique. » Il s'approcha par derrière. « Tu es magnifique. » Elle se retourna. Ils se firent face, l'air chargé de tension. Il toucha son visage. « Je peux ?» Elle hocha la tête. Il l'embrassa, doucement, en testant. Elle répondit. Et le baiser s'approfondit, des semaines de désir refoulés explosant à ce moment-là. Quand ils se séparèrent, elle était à bout de souffle. « C'est de la folie », murmura-t-elle. Il sourit. « La plus belle folie de ma vie. » Et cette nuit-là, pour la première fois depuis que tout s'était effondré, Julien sentit qu'il reconstruisait quelque chose de réel, de solide, quelque chose qui en valait la peine. Mais comme toute histoire a deux facettes, de l'autre côté de la ville, dans un penthouse tout aussi luxueux mais à la décoration plus ostentatoire, Sophie et Alexandre dînaient. Elle jouait avec sa nourriture, il lisait ses emails sur son portable. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il sans la regarder. Elle soupira. « Ma sœur est bizarre. Elle ne répond pas à mes appels, ne vient plus au déjeuner du dimanche. » Il haussa les épaules. « Elle est peut-être occupée. » Sophie souffla. « Occupée à quoi? Elle est prof, elle gagne une misère. Que pourrait-elle bien faire de si important ?» Alexandre la regarda enfin. « Pourquoi ça t'importe? Vous n'avez jamais été proches. » Sophie leva les yeux au ciel. « C'est ma sœur, je dois m'en soucier. » Mais il avait raison. Elle n'avait jamais été proche. Sophie avait toujours vu Isabelle comme inférieure, la sœur pauvre, la sœur sans ambition, la sœur qui se contentait de miettes. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent, une intuition qui dérangeait Sophie. Et elle décida d'enquêter. Le samedi suivant, elle se présenta sans prévenir à l'appartement d'Isabelle. Elle sonna avec insistance. Personne ne répondit. Elle appela, messagerie vocale. Frustrée, elle rentra chez elle. Mais à sa deuxième tentative, le mercredi, elle réussit. Isabelle ouvrit la porte, surprise. « Sophie, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sophie entra sans y être invitée, regarda autour d'elle. Le même appartement humble de toujours. « Il faut qu'on parle. » Elle s'assit sur le vieux canapé. Isabelle ferma la porte. « À propos de quoi ?» Sophie croisa les jambes. « De toi. Tu m'évites. Je veux savoir pourquoi. » Isabelle soupira. « Je ne t'évite pas. Je suis juste. Occupée. » Sophie plissa les yeux. « Occupée à quoi, Isabelle ? Tu n'as jamais été du genre à cacher des choses. Qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est alors que la porte de la chambre s'ouvrit. Julien en sortit. Une serviette autour de la taille. Il venait de prendre une douche. « Isabelle, tu as vu où j'ai mis ?» Il s'arrêta en voyant Sophie.
Le silence fut assourdissant. Sophie se leva lentement, ses yeux allant d'Isabelle à Julien. « Non, murmura-t-elle, ce n'est pas en train d'arriver. » Julien se ressaisit, afficha une expression neutre. « Sophie. » Elle retrouva sa voix. « Toi, dit-elle en le pointant du doigt, tu es avec ma sœur. » Isabelle fit un pas en avant. « Sophie, laisse-moi t'expliquer. » Sophie rit, un rire hystérique. « Expliquer quoi? Que tu couches avec mon ex-mari? Que tu me l'as volé? » Isabelle souffla. « Volé? C'est toi qui as rompu avec lui. C'est toi qui l'as trompé. Et regarde-le. En serviette, chez elle, il ne faisait pas que passer. » Sophie se tourna vers Julien. « Tu as fait ça pour te venger de moi, n'est-ce pas ?» Julien croisa les bras. « Il ne s'agit pas de toi, Sophie. Ça n'a jamais été le cas. Il s'agit de moi et d'Isabelle, de ce que nous ressentons l'un pour l'autre. » Sophie fit un pas menaçant. « Ressentons » cracha-t-elle. « Tu ne ressens rien, Julien. Tu es un perdant, un chef de stock au chômage. Tu te sers probablement de ma sœur pour avoir un toit. » Julien sourit, ce sourire calme qui rendit Sophie encore plus furieuse. « En fait, Sophie, je ne suis plus chef de stock. Les choses ont beaucoup changé depuis notre séparation. » Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il décida de lâcher la bombe. « J'ai hérité d'une fortune. 80 millions d'euros. Des hôtels en Europe, des complexes en France, des investissements. Je suis ce que vous appelleriez un millionnaire maintenant. »« Quoi ?» cria presque Sophie. « Tu mens. » Julien prit son portable, montra des relevés bancaires, des photos des hôtels, des documents. Sophie regarda tout, le visage blêmissant. « Ça ne peut pas être vrai, murmura-t-elle. » Isabelle lui toucha le bras. « C'est vrai, Sophie. Il a tout hérité d'un oncle. » Sophie se dégagea comme si elle se brûlait. Regarda les deux. « Et vous, vous êtes ensemble maintenant, en train de vous moquer de moi. » Isabelle secoua la tête. « Personne ne se moque de toi, Sophie. Tu as choisi Alexandre. Tu as choisi de rompre avec Julien. Tu ne peux pas te plaindre s'il a tourné la page. » Mais Sophie n'écoutait pas. La colère, le choc, la jalousie, tout se mélangeait. « Vous allez le regretter, » dit-elle d'une voix venimeuse. « Je vais le dire à tout le monde, à maman, à Alexandre. Je vais vous le faire payer. » Julien garda son calme. « Fais ce que tu crois devoir faire, Sophie. Mais sache que nous n'avons rien fait de mal. Toi et moi sommes divorcés. Isabelle et moi sommes des adultes libres. Nous ne te devons aucune explication. » Sophie sortit en claquant la porte, laissant un lourd silence derrière elle. Isabelle s'assit sur le canapé, tremblante. « Ma mère va me tuer !» Julien s'assit à côté d'elle, la serra dans ses bras. « Nous affronterons ça ensemble. » Elle le regarda. « Tu es sûr de ça, de nous ?» Il lui embrassa le front. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. » Et dans cette étreinte, alors que la tempête se formait au dehors, ils trouvèrent la paix. Mais la paix ne dure jamais longtemps quand il y a des cœurs blessés et des orgueils meurtris sur le chemin. Et Sophie, furieuse et humiliée, était sur le point de tout faire pour détruire ce qu'il construisait. Car pour elle, voir Julien heureux, le voir riche, le voir avec sa sœur, était la pire punition qui puisse exister. Et au fond, bien au fond d'elle-même, où elle ne l'admettait même pas, Sophie commençait à réaliser qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie, et que maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Et cette prise de conscience faisait plus mal que n'importe quelle trahison, plus que n'importe quel divorce, car c'était la douleur du regret. Et le regret n'a pas de remède, seulement la cohabitation. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. 3 jours après la scène dans l'appartement d'Isabelle, toute la famille Moreau était au courant. Sylvie appela Isabelle 12 fois de suite. Quand elle répondit enfin, elle entendit des cris. « Tu as perdu la tête, Isabelle? Te mettre avec l'ex-mari de ta sœur. Quel genre de femme fait ça ?» Isabelle prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme. « Maman, Julien et moi nous sommes rapprochés après le divorce. Nous n'avons rien fait de mal. » Sylvie souffla. « Rien de mal? Tu as détruit ce qu'il restait de la famille. Sophie est anéantie. Alexandre a rompu avec elle à cause de ça. » Isabelle sentit son cœur se serrer. « Comment ça il a rompu ?» Sylvie continua d'une voix venimeuse. « Il a dit qu'il ne voulait pas être avec une femme dont la famille est une honte, dont la sœur n'a aucune morale. Que ça rejaillit sur lui. Tu es satisfaite? Tu as détruit la vie de ta sœur. » Isabelle sentit la culpabilité monter, mais lutta contre. « Maman, Sophie a rompu avec Julien, l'a trahi, l'a humilié. C'est elle qui a détruit son propre mariage, pas moi. » Sylvie cria. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il devienne riche. Personne ne s'y attendait. Si nous avions su, les choses auraient été différentes. Et maintenant toi qui as toujours été la sage, la gentille, tu le lui as volé. Isabelle sentit la colère monter. « Je n'ai volé personne, maman.
Julien m'a choisi. Il m'a choisi parce que je le traite avec respect, parce que je vois sa valeur au-delà de l'argent. Ce que Sophie n'a jamais fait. Sylvie resta silencieuse pendant quelques secondes tendues. « Tu es hors de la famille », dit-elle froidement. « Tant que tu seras avec lui, tu n'es plus ma fille. Ne remets plus les pieds dans cette maison. » Isabelle sentit la douleur la transpercer. « Maman, ne fais pas ça. » L'appel fut coupé. Isabelle resta à regarder son téléphone, les mains tremblantes. Julien entra dans le salon, la vie blême. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui raconta tout. Il la serra fort dans ses bras. « Je suis désolé, Isabelle. Je ne voulais pas que tu perdes ta famille à cause de moi. » Elle posa sa tête sur sa poitrine. « C'est eux qui m'ont perdu, Julien, pas l'inverse. Une vraie famille ne fait pas ça. Ne choisis pas de camp, ne punis pas l'amour. » Il s'écarta pour la regarder dans les yeux. « Tu es sûr de vouloir continuer? Il est encore temps de faire marche arrière. Je comprendrais si elle le fit taire d'un baiser. J'en suis sûr, dit-elle fermement. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je n'abandonnerai pas à cause de leur pression. » Il sourit, soulagé. « Alors faisons les choses bien. Montrons-leur que nous sommes sérieux. » Elle pencha la tête. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il prit ses mains. « Épouse-moi, Isabelle. Pas par vengeance, pas par provocation, mais parce que je t'aime, parce que je veux construire une vie avec toi, parce que tu es la seule qui m'a vu quand j'étais invisible. » Isabelle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Julien, tu es sûr ?» « C'est si rapide. » Il sourit. « Quand on sait, et je sais que tu es la bonne personne. Alors, veux-tu m'épouser ?» Elle rit en pleurant. « Oui, oui, je veux t'épouser. » Ils s'embrassèrent, et à ce moment, au milieu du chaos et du rejet familial, ils trouvèrent la paix. Ils décidèrent de ne pas faire de grandes cérémonies. Ils allèrent directement à la mairie 2 semaines plus tard. Juste eux deux et Maître Durand comme témoins. Isabelle portait une simple robe blanche, lui un costume bleu marine. Ils échangèrent des alliances discrètes, se dirent oui avec de larges sourires. Et quand l'officier les déclara mari et femme, Julien l'embrassa comme s'il scellait non seulement une union légale, mais une promesse de protection mutuelle contre le monde entier. Maître Durand les emmena déjeuner dans un restaurant français raffiné. Ils trinquèrent au champagne. Isabelle riait. « Je n'arrive toujours pas à croire que je suis mariée. » Julien lui prit la main sur la table. « Crois-le, Madame Leclerc. » Elle rougit à son nouveau nom. « Ça sonne bizarre. » Il rit. « Tu t'y habitueras. » Maître Durand observait le couple avec un sourire paternel. « Votre oncle serait fier, Julien. Vous avez trouvé quelqu'un de vrai. Pas quelqu'un qui veut l'argent, mais quelqu'un qui veut l'homme. » Julien hocha la tête. « Je sais, j'ai beaucoup de chance. » Isabelle lui serra la main. « C'est moi qui ai de la chance. » Ils finirent le déjeuner et Julien ramena Isabelle à la maison. Le penthouse était maintenant le leur. Elle avait emménagé la semaine précédente, n'apportant que des livres, des vêtements et des souvenirs. Tout tenait dans 3 cartons. Mais maintenant, cet espace était un foyer. Ils avaient transformé une des chambres en bibliothèque. Étagère du sol au plafond, fauteuil de lecture, lampadaire, c'était son refuge. Et Julien aimait la voir là. Les jambes repliées sur le fauteuil, ses lunettes sur le bout du nez, perdu dans Proust ou Camus. Mais la paix fut de courte durée. Le lundi suivant leur mariage, Julien reçut un appel de Maître Durand. « Nous devons parler, c'est urgent. » Il arriva au bureau en une demi-heure. L'avocat était sérieux. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Maître Durand poussa une assignation en justice sur la table. « Votre ex-femme vous poursuit en justice. Elle prétend qu'une partie de l'héritage lui revient, car vous étiez encore marié lorsque votre oncle est décédé, même si le divorce n'a été officialisé qu'après. » Julien prit le papier. « C'est ridicule. Elle m'a trompé, m'a chassé de la maison. » Maître Durand hocha la tête. « Je sais, et nous allons le prouver. » Mais elle a engagé un avocat agressif, Marcelo Dutra, connu pour les procès difficiles. Ils vont essayer de faire traîner ça et de ternir votre image. Julien serra les poings. Elle n'aura pas un centime. Maître Durand acquiesça. « Je suis d'accord, mais préparez-vous, ça va être sale. » Et ça le fut. Les semaines suivantes, Sophie donna des interviews à des blog people, pleurant et disant que Julien l'avait abandonné quand il était devenu riche, qu'il s'était servi de sa sœur pour la provoquer, que tout n'était que vengeance. Une partie d'Internet l'a cru. Des campagnes de haine commencèrent, des insultes sur les réseaux sociaux. Isabelle pleurait en lisant les commentaires malveillants. Ils disent que je suis une profiteuse, que j'ai volé le mari de ma sœur, que je mérite de mourir. Julien la serrait dans ses bras. Ne lis pas ces ordures, mon amour. Ce sont des gens qui ne nous connaissent pas. Mais ça faisait mal. Ça faisait mal de voir Isabelle souffrir.
de savoir que sa famille lui avait tourné le dos. Jusqu'au jour où, en rentrant du lycée, Isabelle fut abordée par des journalistes devant chez elle. « Est-il vrai que vous avez épousé votre ex-beau-frère » Elle essaya de passer. Ils la bloquèrent. « Aviez-vous planifié cela avant même le divorce » Isabelle nia. « Non, s'il vous plaît, laissez-moi passer. » Ils insistaient. Des caméras sur son visage, des micros tendus. Julien arriva à ce moment-là. Il sortit de la voiture et se plaça entre elle et les journalistes. « Partez d'ici maintenant ou j'appelle la police. » Un journaliste ricana, le millionnaire protégeant sa maîtresse. Julien s'avança, mais Isabelle le retint. « Ça n'en vaut pas la peine. » Ils entrèrent dans l'immeuble, tandis que les journalistes criaient des questions. Dans l'ascenseur, Isabelle s'effondra. « Je n'en peux plus, Julien. Peut-être qu'on devrait... » Il la coupa. « Non, nous n'allons pas abandonner. Nous ne les laisserons pas gagner. Nous allons les poursuivre pour diffamation. Nous allons exposer la vérité. » Ils engagèrent une agence de relations publiques, donnèrent une interview exclusive à une émission de télévision respectée. Assis côte à côte, ils racontèrent tout. Le mariage abusif, la trahison de Sophie, le divorce, l'héritage qui était venu après, l'amour authentique qui était né entre lui et Isabelle. Ils montrèrent des documents, des preuves, la chronologie complète, et lentement le vent tourna. Les gens commencèrent à comprendre, à les soutenir. Sophie perdit toute crédibilité. Son procès fut rejeté pour manque de preuves. Elle dut payer les frais de justice, mais la défaite publique fut pire que la financière. Alexandre ne revint pas. Aucun autre homme riche ne voulut s'approcher d'elle. Elle se retrouva seule dans l'appartement qu'elle louait avec le peu d'argent qu'il lui restait. Sylvie essaya de garder la face, mais souffrait aussi. Ses amis du club commencèrent à poser des questions sur son gendre millionnaire, sur Isabelle, et elle n'avait pas de réponse qui ne la dépeignait pas comme la méchante qu'elle était. Un après-midi de décembre, 3 mois après le mariage, Isabelle était dans la bibliothèque quand le concierge appela. « Il y a une femme qui veut monter. » Une certaine Sylvie Moreau. Isabelle se figea. Julien était en réunion. Elle devait décider seule. « Faites-la monter. » Quelques minutes plus tard, on sonna à la porte. Isabelle ouvrit. Sylvie était là, vieillie, les cheveux plus blancs, des cernes profonds. « Maman ?» Sylvie regarda sa fille. « Je peux entrer ?» Isabelle s'écarta. Elle entra et resta immobile dans le salon, regardant autour d'elle. « Tout ça, c'est à toi. » Isabelle hocha la tête. « À nous, à moi et à Julien. » Sylvie s'assit sans y être invitée. « Je suis venue parce que... » Elle fit une pause. « Je suis venue parce que j'ai fait une erreur. Une terrible erreur. » Isabelle croisa les bras. « Quelle erreur, maman? Me rejeter, me déshériter? Soutenir Sophie dans ses mensonges ?» Sylvie baissa les yeux. « Tout ça, j'avais tort. Julien est un homme bien, il l'a toujours été. Je ne l'ai pas vu parce que j'étais aveuglé par le statut, l'argent, les apparences. Et maintenant, j'ai perdu mes 2 filles. Sophie ne me parle plus. Elle me reproche d'avoir perdu Alexandre. Et toi, tu as tout à fait le droit de me détester. » Isabelle s'assit dans le fauteuil en face. « Je ne te déteste pas, maman. Je suis juste déçue. Tu as choisi les mauvaises valeurs. Tu as choisi l'apparence plutôt que le caractère. » Sylvie essuya une larme. « Je sais. Et je le paie cher. Je suis venu demander pardon. Je n'attends pas que tu me reprennes. Je voulais juste que tu saches que je regrette. » Isabelle resta silencieuse pendant de longues secondes. « Je peux pardonner, maman, mais oublier prendra du temps. Tu m'as blessé. Tu as blessé Julien et je ne sais pas si notre relation redeviendra ce qu'elle était. » Sylvie hocha la tête. « Je comprends. Je demande juste une chance, une occasion de mieux connaître l'homme que tu as choisi, de reconstruire un pont. » Isabelle réfléchit. Julien arriva à ce moment-là, entra et s'arrêta en voyant Sylvie. Elle se leva. « Julien, je suis venu m'excuser, auprès de vous et de ma fille. J'ai été injuste, cruelle, pleine de préjugés. Vous avez toujours été un homme bon, et je n'ai pas su le voir. » Il regarda Isabelle, elle lui fit un léger signe de tête. Il soupira. « Sylvie, ce que vous avez fait nous a blessés, mais si Isabelle est prête à vous donner une chance, je le suis aussi. Mais ce sera lentement, petit à petit. Seuls les actes reconstruiront la confiance, pas les mots. » Elle hocha la tête. « J'accepte ces conditions. Je prouverai que j'ai changé. » Elle partit peu après, laissant le couple seul. Isabelle s'appuya contre Julien. « Tu penses qu'elle a tu penses qu'elle a vraiment changé ?» Il lui embrassa la tête. « Je ne sais pas, mon amour, mais tout le monde mérite une chance de rédemption. On verra. » Et ainsi, lentement, les blessures commencèrent à cicatriser. Sylvie se mit à leur rendre visite une fois par semaine. Au début tendue, formelle, mais avec le temps, elle se détendit.
Elle commença à rire des blagues de Julien, à complimenter la cuisine d'Isabelle, à s'intéresser sincèrement à ses affaires. Sophie, de son côté, s'enfonçait de plus en plus. Elle perdit son emploi à l'agence immobilière après le scandale, essaya de monter sa propre affaire, mais sans capital et sans réputation, elle fit faillite en 6 mois. Elle dut déménager dans un appartement plus petit, puis encore plus petit, jusqu'à finir par retourner chez sa mère, dans une petite chambre de jeune fille qui n'avait pas changé depuis son adolescence. Et là, entourée de vieux posters et de rêves brisés, Sophie affronta enfin la vérité. Elle avait tout détruit. Elle avait détruit un vrai mariage pour une illusion, détruit la relation avec sa sœur par orgueil, détruit sa propre vie par cupidité. Et maintenant, en voyant Isabelle heureuse, Julien prospère, en les voyant construire quelque chose de beau, la douleur était insupportable. Une nuit de janvier, ivre et désespérée, Sophie appela Julien. Il était 2 heures du matin. Il répondit ensommeillé. « Allô, Julien ?» Sa voix était pâteuse. « C'est moi. » Il s'assit dans le lit. Isabelle se réveilla à côté. « Sophie, qu'est-ce que tu veux ?» Elle sanglota. « Je voulais juste dire que je regrette. Je regrette tout. Tu étais tout ce dont j'avais besoin et j'ai tout gâché. J'ai été stupide, égoïste, j'ai... » Il la coupa. « Sophie, tu es ivre. Va dormir. » Elle insista. « Je t'aime encore, Julien. Je t'ai toujours aimé, je n'ai juste pas su le montrer. » Il soupira. « Non, Sophie, tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais l'idée d'avoir quelqu'un à ton service, qui subvenait à tes besoins, qui t'adorait sans rien demander en retour. Mais le véritable amour, ce n'est pas ça. L'amour, c'est un partenariat. C'est le respect. C'est voir l'autre. Et tu ne m'as jamais vu. » Elle pleura plus fort. « Je le vois maintenant. Trop tard. » Il acquiesça. « Trop tard, Sophie. J'aime Isabelle. Je l'aime pour de vrai. Et rien de ce que tu diras ne changera ça. Passe à autre chose. Cherche de l'aide. Reconstruis ta vie. Mais laisse-moi tranquille. » Il raccrocha. Isabelle lui prit la main. « Ça va ?» Il hocha la tête. « Ça va. Elle ne peut plus me faire de mal. Elle a perdu ce pouvoir. » Isabelle sourit. « Je t'aime. » Il l'attira pour un baiser. « Je t'aime plus. » Et dans cette aube silencieuse, tandis que Sophie pleurait seule de l'autre côté de la ville, Julien et Isabelle scellèrent une fois de plus la certitude d'avoir trouvé quelque chose de rare, de précieux, quelque chose qui valait toutes les batailles, tous les jugements, toutes les pertes. Parce qu'à la fin, quand on trouve la bonne personne, plus rien d'autre ne compte. Et ils s'étaient trouvés au milieu du chaos, de la douleur, de la tempête. Et c'est justement ce qui rendait leur amour indestructible. Parce qu'il avait été testé dès le premier jour, et qu'il était resté solide. Et maintenant, avec les ponts qui se reconstruisaient, avec Sylvie qui demandait pardon, avec Sophie qui acceptait enfin sa défaite, l'avenir s'ouvrait devant eux, plein de possibilités. Et Julien, regardant Isabelle dormir à ses côtés après cet appel troublant, remercia en silence. Il remercia l'oncle qu'il n'avait jamais connu, remercia la douleur qu'il avait façonnée, remercia même la trahison qu'il avait libérée. Parce que tout, absolument tout, l'avait mené là, à ce lit, à cette femme, à cette vie qui avait enfin un sens. Et pour la première fois depuis qu'il avait découvert la trahison dans ce restaurant des mois plus tôt, Julien dormit en paix. Une paix complète, une paix véritable. Parce qu'il savait que peu importe ce qui arriverait, il ne serait pas seul. Il aurait Isabelle à ses côtés. Et c'était tout. C'était plus que tout. C'était tout ce dont il avait toujours eu besoin, mais qu'il n'avait jamais eu. Jusqu'à maintenant. 6 mois après le mariage, Isabelle découvrit qu'elle était enceinte. Elle fit le test un matin de mars, 3 fois pour être sûre. Les 3 lignes roses criaient la même vérité. Elle allait être mère. Elle attendit que Julien rentre du bureau. Il entra, sa mallette à la main, la cravate desserrée, fatigué mais souriant en la voyant. « Salut mon amour, comment s'est passée ta journée ?» Elle ne put se retenir, lui tendit le test. Il regarda sans comprendre au début, puis ses yeux s'écarquillèrent. « C'est ce que je pense. » Elle hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. « On va avoir un bébé. » Julien laissa tout tomber, courut vers elle et la souleva dans ses bras, tournant, riant, pleurant. « Mon Dieu, Isabelle, on va être parents. » Elle rit, nerveuse. « Tu es heureux ?» Il la reposa par terre, prit son visage entre ses mains. « Heureux, c'est peu dire. Je suis complet. Pour la première fois de ma vie, complet. » Ils s'embrassèrent et dans ce baiser, il y avait de l'espoir, une promesse, un avenir. Les jours suivants, ils l'annoncèrent à Sylvie qui pleura de joie, serra fort Isabelle dans ses bras. « Ma fille, quelle bénédiction! Je vais être grand-mère. » Julien sourit en voyant la scène. Leur relation s'améliorait de semaine en semaine.
Sylvie prouvait par ses actes qu'elle avait changé, aidait Isabelle avec les courses, cherchait des recettes saines pour femmes enceintes, tricotait des vêtements de bébé de couleur neutre, car il ne connaissait pas encore le sexe. Et un après-midi pluvieux d'avril, Sylvie aborda le sujet inévitable. « Isabelle, tu l'as dit à Sophie ?» Isabelle secoua la tête. « Je n'ai pas eu le courage. » Elle regarda par la fenêtre. « C'est ma sœur, maman. Mais je ne sais pas si elle veut le savoir. » Sylvie soupira. « Elle a changé, tu sais. Elle est plus calme, plus réfléchie. Elle a commencé une thérapie. Elle essaye de se reconstruire. Ce serait peut-être bien que tu lui donnes une chance. » Isabelle réfléchit longuement. « Je vais y penser. » Une semaine plus tard, Isabelle donna rendez-vous à Sophie pour un café, dans un lieu neutre, une boulangerie traditionnelle du quartier où elles avaient grandi. Elle arriva la première, nerveuse, tripotant sa serviette. Puis Sophie entra, trop maigre, les cheveux ternes, des vêtements simples. C'était une autre personne. Elle s'assit avec précaution. « Salut Isa !» Isabelle esquissa un demi-sourire. « Salut Soso !» Elles restèrent dans un silence gênant jusqu'à ce que Sophie le brise. « Merci d'avoir accepté de me voir. Je sais que je ne le mérite pas. » Isabelle prit une profonde inspiration. « Maman a dit que tu suivais une thérapie. » Sophie hocha la tête. « Oui, 3 fois par semaine. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai détruit les gens qui m'aimaient. » Isabelle remua son café. « Et tu découvres des choses ?» Sophie fixa sa tasse. « Je découvre que j'ai toujours eu peur. Peur d'être à nouveau pauvre. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de devenir comme maman, piégée dans une vie sans éclat. Alors j'ai cherché les mauvaises choses. L'argent, le statut, des hommes pour me valider. Et dans le processus, j'ai jeté le seul homme qui m'ait vraiment aimé. Et j'ai perdu ma sœur. » Isabelle sentit ses yeux la piquer. « Tu m'as fait du mal, Soso. Tu m'as abandonnée quand j'ai choisi d'être heureuse. » Sophie essuya une larme. « Je sais, et je me déteste pour ça. Tu as toujours été meilleure que moi, plus pure, plus gentille. Et quand je t'ai vue avec Julien, j'ai vu tout ce que j'avais jeté. Et je ne l'ai pas supporté. J'ai voulu détruire. Parce que si je ne pouvais pas être heureuse, tu ne devais pas l'être non plus. Mais j'avais tort. Tellement tort. » Isabelle tendit la main sur la table, toucha celle de sa sœur. Sophie la regarda surprise. Isabelle dit doucement. « Je suis venue parce que je dois te dire quelque chose. Je suis enceinte. » Sophie écarquilla les yeux. « Vraiment ?» Isabelle hocha la tête. « De 3 mois. » Sophie lui serra la main. « Félicitations, Isa, vraiment. Tu seras une mère incroyable. » Isabelle prit une profonde inspiration. « J'aimerais que tu fasses partie de ça, de la vie de mon enfant. Mais seulement si tu as vraiment changé. Seulement si tu n'apporteras pas de venin. » Sophie secoua la tête frénétiquement. « Non, je le jure. Je veux être meilleure. Je veux récupérer ma sœur. Je veux connaître mon neveu. S'il te plaît, donne-moi cette chance. » Isabelle étudia son visage, vit de la sincérité là où il n'y avait auparavant que du calcul. « D'accord. Doucement. Nous reconstruirons petit à petit. » Sophie sourit. Un petit sourire mais authentique. « Merci, Isa. Je ne te décevrai plus. » Elles quittèrent le café et Isabelle sentit un poids quitter ses épaules. Elle le raconta à Julien ce soir-là. Il l'écouta et dit « Si tu penses qu'elle a changé, je te fais confiance. Mais je garderai un œil sur elle. Au moindre faux pas, elle sort de notre vie. » Isabelle acquiesça. « C'est juste. » Et ainsi, lentement, la famille se recomposait. Pas parfaite. Les cicatrices faisaient encore mal, mais réelles. Les mois passèrent. Le ventre d'Isabelle s'arrondit. Ils découvrirent que c'était un garçon. Ils choisirent le prénom ensemble, Henri en hommage à l'oncle qui avait tout changé. Julien prépara la chambre du bébé avec un soin obsessionnel. Il peignit les murs en bleu clair, monta un berceau en bois massif, installa des étagères avec des livres pour enfants. Isabelle riait en le voyant si dévoué. « Tu vas le gâter. » Julien embrassa son ventre. « Je lui donnerai tout ce que je n'ai pas eu, mais surtout, je lui donnerai de la présence, de l'amour, du temps. Des choses que des choses que l'argent n'achète pas. » Elle sourit, émue. « Tu seras un père merveilleux. » En août, par une froide nuit, Isabelle sentit les contractions. Elle réveilla Julien. « C'est l'heure. » Il sauta du lit, prit la valise qui était prête depuis des semaines, l'emmena à l'hôpital. Il appela Sylvie en chemin. Elle dit qu'elle arriverait en quelques minutes. Et elle arriva, avec Sophie qui avait demandé à venir. Dans la salle d'attente, Julien faisait les 100 pas, nerveux. Sylvie tenait la main de Sophie, toutes deux silencieuses, jusqu'à ce que l'infirmière appelle. « Monsieur Leclerc, vous pouvez entrer. Elle vous réclame. » Il entra en courant.
Isabelle était dans le lit en sueur pâle mais souriante. Elle lui prit la main. « Reste avec moi. » Il lui embrassa le front. « Je ne bouge pas d'ici, même si le monde s'écroule. » Les heures suivantes furent intenses. Contractions fortes, respiration contrôlée, médecin entrant et sortant. Et puis, à 7h23 du matin d'un samedi ensoleillé, Henri naquit. Il pleura fort, en bonne santé, parfait. On le posa dans les bras d'Isabelle. Elle regarda ce petit être minuscule et fondit en larmes. « Notre fils, Julien. Regarde notre fils. » Julien pleurait aussi, touchant délicatement sa petite tête. « Il est parfait, mon amour, tout comme toi. » Elle rit en pleurant. « Il a tes yeux. » Ensuite, ils laissèrent entrer Sylvie et Sophie. Les deux furent émus. Sylvie prit son petit-fils avec révérence. « Bienvenue, Henri. Tu seras très aimé. » Sophie resta plus en retrait. Isabelle le remarqua. « Soso, tu veux le prendre ?» Sophie hésita. « Je peux ?» Isabelle hocha la tête. Sylvie lui passa le bébé. Sophie le tint avec précaution, regarda ce petit visage et quelque chose en elle se brisa pour de bon. Toute l'amertume, toute la jalousie, tout se dissipa devant cette innocence. « Pardon, » dit-elle à Isabelle. « Pardon pour tout. S'il grandit pour être la moitié de ce que vous êtes, il sera un homme incroyable. » Julien s'approcha. « Merci, Sophie, d'être là. » Elle le regarda, l'homme qu'elle avait méprisé, humilié, perdu. « Merci à toi, Julien, de ne pas m'avoir abandonné en tant que famille, de m'avoir donné cette chance. » Il hocha la tête. « Tout le monde mérite un nouveau départ, toi y compris. » Les mois suivants, la vie s'installa dans une bonne routine. Henri grandissait vite, en bonne santé, joyeux. Isabelle prit un congé de l'école pour profiter de son fils. Julien travailla de la maison autant que possible pour ne rien manquer. Sylvie venait tous les jours pour aider. Sophie rendait visite le week-end, apportait des cadeaux simples, offrait une aide sincère. Et quelque chose en elle avait vraiment changé. Ce n'était plus la femme ambitieuse et froide, c'était quelqu'un de plus humain, de plus réel. Elle trouva un emploi d'agent immobilier dans une autre agence, petite, salaire modeste mais honnête. Elle loua un petit appartement mais bien rangé, commença à reconstruire sa vie selon ses propres termes. Et un après-midi de novembre, assise sur la terrasse du penthouse pendant qu'Henri dormait, Sophie dit à Isabelle « Tu sais ce que j'ai appris ?» Isabelle la regarda, curieuse. « Quoi ?» Sophie soupira. « Qu'on passe sa vie à chercher les mauvaises choses. L'argent, le statut, la validation extérieure. Et on oublie de chercher ce qui compte vraiment. La paix intérieure, les relations authentiques, un but. Julien avait tout ça et je ne l'ai pas vu. Tu as tout ça et je t'ai envié au lieu d'apprendre. » Isabelle lui prit la main. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer, Soso. Regarde-toi maintenant. Tu travailles, tu vis dignement. Tu reconstruis des liens. Je suis fier de toi. » Sophie sourit, les yeux humides. « Merci de ne pas m'avoir abandonné, Isa. Je ne le méritais pas, mais tu as insisté. » Isabelle lui serra la main. « Tu es ma sœur. Tu le seras toujours. Les erreurs n'effacent pas ça. » Sophie la serra dans ses bras et pleura. Non pas de douleur, mais de gratitude, de soulagement, de rédemption. Julien observait la scène depuis le salon, tenant Henri dans ses bras. Le bébé s'était réveillé, les yeux écarquillés fixant son père. Julien murmura. « Tu vois, mon fils, c'est ta famille, imparfaite, blessée mais réelle. Et tu vas grandir en sachant qu'on répare une erreur avec de l'amour, qu'on guérit l'orgueil avec l'humilité, qu'aucune trahison n'est si grande qu'elle ne puisse être pardonnée s'il y a un repentir sincère. » Henri fit un petit sourire édenté. Julien rit. « Tu as tout compris, petit malin. » À ce moment, Maître Durand appela. Julien répondit. « Maître, comment allez-vous » La voix du vieil avocat était fatiguée mais heureuse. « Bien, Julien. J'appelle pour vous donner une nouvelle. Le projet dont nous avons parlé est approuvé. » Julien sourit. « Vraiment ?» Maître Durand confirma. « Oui, la mairie a approuvé la construction de l'école. Vous pouvez commencer les travaux le mois prochain. » Julien avait décidé des mois, plus tôt, d'investir une partie de sa fortune dans des causes sociales. La première serait une école publique à temps plein dans la banlieue où Isabelle enseignait. Structure moderne, bibliothèque, gymnase, laboratoire, tout ce que les enfants de cette communauté méritaient mais n'avaient jamais eu. Et Isabelle en serait la directrice pédagogique. Elle en rêvait. Pouvoir transformer l'éducation pour de vrai. Pas seulement donner des cours, mais créer un système qui fonctionne. Merci, Maître Durand, d'avoir rendu cela possible. L'avocat rit. Le mérite vous revient, Julien. Vous auriez pu utiliser cet argent uniquement pour le luxe, mais vous avez choisi de faire une différence. Votre oncle serait très fier. Ils raccrochèrent et Julien retourna sur la terrasse.
Mon amour, ils ont approuvé l'école. Isabelle cria de joie. Vraiment? Il hocha la tête. Ça commence le mois prochain. Elle sauta, le serra dans ses bras avec Henri. On va le faire, Julien. On va changer des vies. Il lui embrassa le front. On est déjà en train de les changer, mon amour. La nôtre, celle de ta famille. Et maintenant celle de centaines d'enfants. C'est ça, un héritage. C'est ça qui compte. Les mois suivants, la construction avança rapidement. Julien visitait le chantier chaque semaine, parlait avec les ingénieurs, les maçons, apprenait leurs histoires, embauchait des habitants locaux, créait des emplois. La communauté commença à s'attacher à cette famille qui ne se contentait pas de donner de l'argent, mais s'impliquait vraiment. Isabelle interviewa des professeurs, monta un programme innovant, planifia chaque détail avec passion. Et en avril de l'année suivante, l'école fut inaugurée. Cérémonie simple, les enfants de la communauté chantant l'hymne national, des parents pleurant d'émotion, des élus locaux présents. Julien fit un discours. Il remercia l'oncle qu'il n'avait jamais connu, mais qui avait tout changé. Il remercia Isabelle de lui avoir montré le chemin. Il remercia même la douleur qui l'avait amené là. Car sans elle, il n'aurait jamais su de quoi il était capable. Au fond de la salle, Sylvie et Sophie regardaient. Sylvie murmura. « Regarde ce que ta sœur et lui ont construit. » Sophie hocha la tête, la fierté dans les yeux. « Ils sont incroyables, maman. Et dire que j'ai failli détruire tout ça. » Sylvie lui serra la main. « Mais tu ne l'as pas fait. Ils ont survécu. Et nous avons appris. » Sophie acquiesça. « Nous avons appris que le caractère vaut plus qu'un nom de famille, que l'amour vaut plus que l'argent, qu'une famille se construit avec le pardon, pas avec la perfection. » Après la cérémonie, des familles de la communauté s'approchèrent de Julien et Isabelle, les remerciant, racontant comment cette école allait changer l'avenir de leurs enfants, comment c'était la première fois que quelqu'un de l'extérieur se souciait vraiment. Une dame âgée, Madame Martin, prit la main de Julien. « Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Vous nous avez redonné de l'espoir. » Il lui serra la main avec chaleur. « L'espoir a toujours été là, Madame Martin. J'ai juste aidé à construire un espace pour qu'ils puissent grandir. » Ils rentrèrent chez eux, épuisés mais comblés. Henri dormait dans son siège auto. Isabelle posa sa tête sur l'épaule de Julien dans la voiture. « Fatigué ?» demanda-t-il. « Ça va, mon amour ?» Elle sourit. « Je suis parfaitement bien. Aujourd'hui, c'était le plus beau jour de ma vie. » Il lui embrassa la tête. « Le premier de beaucoup, mon amour. Nous ne savons même pas ce que l'avenir nous réserve. » Et l'avenir leur réservait plus qu'ils ne l'imaginaient. L'école devint un modèle. D'autres villes voulurent la reproduire. Julien créa un institut pour diffuser la méthodologie. Isabelle voyageait pour donner des conférences, inspirant des éducateurs. Henri grandissait entouré d'amour, de sens, d'exemples réels de la façon dont la bonté transforme. À 3 ans, il fréquentait déjà l'école que ses parents avaient créée, jouait avec les fils de maçons, de femmes de ménage, de chauffeurs, sans distinction, sans préjugés. Juste un enfant étant un enfant. Et Julien, voyant son fils partager son goûter avec un camarade plus pauvre, sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Parce qu'il savait qu'il brisait des cycles, qu'il plantait des graines d'empathie, qu'Henri ne serait jamais comme Sophie avait été, ne jugerait jamais les gens sur leur argent, mais sur leur caractère. Un dimanche après-midi, toute la famille réunie au penthouse, Sylvie, Sophie, Isabelle, Julien et Henri, déjeunèrent ensemble. Ils rirent d'anciennes histoires, se souvinrent sans rancune, juste avec l'acceptation de ce qui avait été et la gratitude pour ce que c'était devenu. À la fin, Julien leva son verre de jus car Isabelle était à nouveau enceinte, d'une fille cette fois, et dit « Je veux porter un toast à la famille, pas celle parfaite des publicités, mais la vraie, celle qui fait des erreurs, qui blesse, mais qui demande aussi pardon, qui pardonne et qui recommence. À nous tous. Et à l'amour qui nous a ramenés les uns aux autres. » Tout le monde trinqua, même Henri avec son petit verre de jus. Et à ce moment, entouré des personnes qu'il aimait, certaines qui l'avaient blessé mais avaient changé, d'autres qui avaient toujours été à ses côtés, Julien comprit enfin ce que son oncle voulait dire dans sa lettre. Honorer le nom Leclerc, ce n'était pas une question d'argent. C'était une question d'intégrité, de se relever après la chute, de transformer la douleur en un but, de pardonner sans oublier, mais aussi sans emprisonner l'autre dans son erreur. C'était construire des ponts là où il y avait des murs, planter des jardins là où il y avait des décombres. Aimer non pas malgré les imperfections, mais à travers elles. Parce que l'amour véritable n'est pas celui des contes de fées, c'est celui qui survit aux ouragans et qui choisit quand même de rester, de reconstruire, de croire que demain
peut-être meilleure qu'hier. Et quand Julien se coucha cette nuit-là à côté d'Isabelle, leurs mains entrelacées sur son ventre, où grandissait leur fille qu'ils appelleraient Hélène, il ferma les yeux et remercia. Il remercia d'avoir été trahi, car la trahison l'avait libéré. Il remercia d'avoir souffert, car la douleur l'avait façonné. Il remercia d'avoir tout perdu, car dans le vide, il s'était trouvé lui-même. Et surtout, il remercia d'avoir trouvé Isabelle, la femme qu'il avait vue quand il était invisible, qu'il avait aimée quand il était pauvre, qui était restée quand tout le monde doutait. Elle était la preuve vivante que le véritable amour n'est pas impressionné par un compte en banque. Il est impressionné par l'âme, l'essence, la vérité. Et pendant qu'il dormait, il rêva de l'avenir. D'Henri et Hélène grandissant forts et bienveillants, de l'école qui s'agrandissait et touchait plus de vie, de Sophie enfin en paix avec elle-même, de Sylvie vieillissant entourée de petits-enfants, d'Isabelle réalisant chaque rêve qu'elle avait toujours eu, mais n'avait jamais osé demander. Et dans ce rêve, juste avant de se réveiller, il vit son oncle Henri. Il ne l'avait jamais connu, mais il le reconnut. Le vieil homme souriait, lui faisait signe et murmurait « Merci d'honorer notre nom. Merci de prouver qu'un Leclerc n'abandonne pas, ne se vend pas, ne se perd pas. Tu as bien fait, mon neveu. Tu as très bien fait. » Julien se réveilla les larmes aux yeux. La chambre était encore sombre. Isabelle dormait à côté de lui, respirant doucement. Il toucha délicatement son visage, murmura « Je t'aime ». Elle marmonna dans son sommeil. « Moi aussi. » Et il sut. Il sut de toutes les fibres de son être qu'il avait trouvé sa place dans le monde. Ce n'était pas dans des manoirs, ni dans des hôtels de luxe, ni dans des fêtes mondaines. C'était là, dans ce lit, à côté de cette femme, construisant une famille imparfaite mais réelle, un héritage qui ne se mesure pas en argent mais en vie touchée, en pont construit, en cœur guéri. Et ça, c'était plus précieux que n'importe quel héritage. Car un héritage financier s'épuise, mais un héritage de caractère traverse les générations. Et Julien-Henri Leclerc, le garçon pauvre de banlieue devenu millionnaire mais qui n'avait jamais perdu son essence, était en train d'écrire une histoire que ses arrière-petits-enfants raconteraient avec fierté. Non pas pour la richesse, mais pour l'humanité, pour la capacité de transformer les cendres en feu, la trahison en nouveau départ, la douleur en un but. Et c'est exactement ce qu'il fit. Pas seul, mais aux côtés de ceux qui comptaient vraiment. Et quand le soleil se leva ce matin-là, teintant le ciel d'or et d'orange, illuminant la ville qui avait été témoin de sa chute et de son ascension, Julien se leva, alla à la fenêtre, regarda Paris en contrebas et sourit. Parce qu'il savait que la vie lui avait donné la plus grande des leçons. On peut tout perdre et pourtant tout avoir, tant qu'on a de l'amour, un but et le courage de recommencer autant de fois que nécessaire. Et avec cette pensée gravée dans son âme, il retourna au lit, serra Isabelle dans ses bras, sentit le coup de pied de sa fille dans son ventre, entendit Henri appeler papa depuis la chambre d'à côté, et il comprit que ça, ce moment simple et parfait, était la véritable signification de la richesse. Et rien, absolument rien, ne pourrait lui enlever ça. Parce que ça n'avait pas été conquis avec de l'argent, mais avec le cœur. Et ce qui est conquis avec le cœur demeure pour toujours. Fin de l'histoire. Alors qu'avez-vous pensé de l'histoire de Julien et Isabelle, ce parcours de douleur, de transformation et de rédemption? Si cette histoire a touché votre cœur, si vous croyez que le véritable amour triomphe de toutes les trahisons, de toutes les humiliations, de toutes les tempêtes, laissez votre pouce bleu juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes pour ne manquer aucune narration poignante comme celle-ci. Et dans les commentaires, dites-moi, pardonneriez-vous une trahison? Comme Julien a pardonné à Sophie, donneriez-vous une seconde chance à votre famille, comme Isabelle l'a fait? Ou croyez-vous que certains ponts ne peuvent pas être reconstruits? Votre opinion compte beaucoup pour nous, car chaque histoire que nous racontons ici n'est pas seulement un divertissement. C'est un miroir de la vie réelle, des choix que nous faisons, des conséquences que nous affrontons, et des nouveaux départs qui sont toujours possibles quand il y a du courage et un amour véritable. Alors n'oubliez pas, un like, un abonnement, un commentaire, et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de croire que peu importe la profondeur de sa chute, il est toujours possible de se relever, de se reconstruire et d'être à nouveau heureux. Car à la fin, comme Julien l'a prouvé, la plus grande vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont blessés, mais de construire une vie si belle qu'ils regretteront de ne pas en avoir fait partie. Je vous embrasse fort, et à la prochaine histoire émouvante ici sur la chaîne.